Bienvenue dans Rocasphère. Au programme aujourd'hui, on reviendra évidemment sur la contre-performance de la Roca Team, largement battue par Barcelone en Euroleague jeudi dernier, des Monégasques retombés dans leur travers. Aujourd'hui, Rocasphère vous propose un entretien exclusif avec les deux potes de l'équipe, Jaron Blossom Game et Alpha Diallo. Les deux joueurs sont revenus sur leur rencontre, leur amitié forte, interview pleine de sourires. Et puis deux matchs d'Euroleague à venir cette semaine pour la Roca Team, déplacement à Munich et à Belgrade. On fera un focus sur le Bayern Munich qui ne va pas bien depuis sa venue à la salle Gaston Médecin. Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h50, c'est l'heure de Rocasphère et pour m'accompagner ce soir, Johan Cherami et Sylvie Ferreira. Bonsoir les amis, comment ça va? Bonsoir. Ça va Mathieu, ça va Sylvie? Moi je suis ravie d'être avec vous pour cette première. On est en pleine forme. Oh oui, toujours pour parler basket, vous savez bien. Eh bien parlons de basket, on va commencer tout de suite avec les Vals. On va donc noter cette semaine de la Roca Team. Il y avait plusieurs matchs, il y avait de la Coupe de France, il y avait de l'Euroleague, il y avait de la Betclic Elite. Johan, je me tourne d'abord vers toi. Quelle est ta note pour l'ASM cette semaine? Je crois que j'ai encore été le plus généreux. Ça commence à devenir une habitude. 6 sur 10. J'ai eu envie de mettre cette note au-dessus de la moyenne parce que c'était une semaine quand même avec 3 compétitions différentes à jouer, avec la Coupe de France, la Betclic Elite et donc en ligne de mire l'Euroleague. C'est jamais facile de basculer d'une compétition à l'autre, je trouve. Et côté positif, il y a cette qualification en quart de finale de la Coupe de France. Il y a aussi une 4e victoire de suite en Betclic Elite qui permet à cette équipe de s'assurer sa place dans le top 4. Côté négatif, il y a la défaite évidemment avec une mauvaise qualité de jeu, une défaite dont on se serait bien passé du côté de la Roca Team face à Barcelone. Mais ça me semble quand même mériter une note au-dessus de la moyenne. Il y a quand même 2 victoires à l'extérieur. Sylvie, tu as donc été un peu moins généreuse, toi, de ton côté. J'ai été un peu plus dur, effectivement. Comme tu le dis, cette défaite face à Barcelone en Euroleague pèse un peu plus forcément dans la balance. J'ai été un peu plus dur tout simplement parce que face à Nanterre, alors certes, il y a eu une victoire. Le chemin se poursuit en Coupe de France face à Blois, mais face à Nanterre, même s'ils ont très bien terminé, ils ont très bien commencé, un bon début. Voilà, il y a eu un petit trou d'air avant la pause et ensuite ils ont très bien terminé, 5 dernières minutes avec un 18-4, effectivement un duo Mathieu Strazel, Jordan Hinault des grands soirs. Donc j'aurais aimé voir un match complet, c'est pour ça que je suis un peu plus sévère ce soir. La rédaction des sports de TV Monaco a quant à elle octroyé la note de 5,5, ce qui fait une moyenne totale de 5,5 pour cette Roca Team cette semaine. Alors évidemment, les notes peuvent paraître très, très dures, mais ce qui compte le plus évidemment dans notre notation, c'est ce match d'Euroleague contre le Barça. C'est ce qui pèse le plus de poids, c'est ce qui fait baisser la note évidemment, parce que Sylvie, Johan, Monaco est passé complètement à côté de son match contre Barcelone. On a vu Monaco retomber dans ses travers du début de la saison. Il y a presque de lecture. On se posait la question de savoir si c'était Barcelone qui avait réalisé un match plein et qui avait rendu la tâche difficile aux Monégasques, puisqu'ils ont totalement su les faire déjouer. Est-ce que c'est aussi les Monégasques qui sont passés un peu à côté de leur match? On va avoir le temps de décortiquer, d'analyser tout ça dans cette émission pour mieux lire cette défaite. En tout cas, elle fait mal. Salle Gaston Médecin pour le début de l'année 2025. On aurait aimé continuer sur une dynamique positive du côté des Roca Boys. C'est une défaite qui fait mal dans le contenu, dans l'attitude, je trouve, plus que dans le résultat en lui-même. Certains joueurs, effectivement, sont passés à côté. Et comme il dit, ça fait tâche parce que ça reste une 4e défaite à Gaston Médecin. Sur 7, ça reste beaucoup. On le sait, les matchs à domicile comptent double. D'autant que, pour vous dire, c'est 4 défaites à domicile, autant que la saison dernière, sur toute la saison régulière. Donc faut juste ne pas regretter après ces défaites-là. Je vous propose qu'on écoute tout de suite les réactions de Mathieu Strazel et de Vassilis Panoulis après la rencontre. With this defense, these bad habits, old bad habits. With no defense, we cannot go nowhere. With 98 points in our home, we give them confidence after they have talent, they can make everything. What to talk about the game now? If we receive 98 points in our home, it's unacceptable. On s'est fait rentrer dedans au début du match. Ils ont pris confiance, ils ont mis des tirs compliqués au début. Et voilà, ça reste une équipe d'Euroleague de haut niveau. Une fois qu'ils sont en confiance, ils commencent à mettre des tirs de plus en plus compliqués. Et on se met à subir et courir après le score. Donc voilà, autant perdre, c'est pas agréable, mais la manière de ce soir est pas bonne. Après la mauvaise première mi-temps qu'on a fait, avec toutes les erreurs qu'on a pu faire,
on revient à égalité, on passe devant. Donc à ce moment-là, on se dit, voilà, c'est à nous d'élever nos standards et de commencer à jouer notre basket. Et on est reparti dans nos travers et ils ont recréé un écart tout simplement. Les mots très forts de Vassilis Spanoulis, j'aurais pas aimé être dans le vestiaire après la rencontre contre Barcelone. À mon avis, ça a dû chauffer un petit peu. Johan, Sylvie, évidemment, Monaco est passé un petit peu à côté de ce match, mais en face, il y a aussi un joueur qui a pris feu, notamment dans le dernier quart-temps. On était ensemble, Johan, c'était indécent. Ce dernier quart-temps de Dario Brizuela qui marque 13 points en 10 minutes. Laurent Sierra avait prévenu avant le match en disant que c'était un joueur qui pouvait prendre feu à tout moment, qui était capable de marquer des flèches, de les multiplier. On n'a pas été déçus. Dario Brizuela, il a brillé dans ce match-là avec des flèches dans toutes les positions. Là, je crois que ça doit être le lay-up en fin de match qui est magnifique aussi. Alors on voit toute sa qualité. C'est vrai que 13 points dans le dernier quart-temps, c'est finalement lui, quelque part, qui a mis la tête dans le seau des Monégasques qui commençait à aller un petit peu mieux, notamment quand Mathieu Strazel a su mettre des banderilles qui a permis à Monaco de recoller au score. Mais qu'est-ce qu'il a été fort, Brizuela, il a pris feu, quoi. Il a pris feu. Il était en état de grâce, il a clairement crucifié tous les espoirs monégasques. Au match aller, la bête noire des Monégasques avait été Kevin Punter, et là, jeudi soir, ça a été lui. Après, je pense que ce qui a pêché aussi du côté des Monégasques, c'est le collectif. Il termine avec 13 passes décisives. On le sait, l'ADN de cette équipe monégasque depuis l'arrivée de Spanoulis, c'est le partage de la balle. Il tourne à environ 23 de moyenne, je pense. Là, il termine avec 13 passes décisives, dont 8 de Mike James. C'est peu, forcément. Johan, Sylvie, merci pour votre évaluation. On va maintenant prendre un petit temps mort tactique. Johan, des lacunes à pointer du doigt dans cette palette du côté des Monégasques qui sont passés un petit peu à côté offensivement, mais surtout défensivement. Oh oui, une défense beaucoup trop apathique pour espérer exister dans ce genre de compétition, l'Euroleague, ce qui se fait de mieux. On a parfois vu la Roca Team défendre durement, malheureusement pas assez. Je vous propose de regarder déjà une première action à vitesse réelle pour voir qu'ils ont été capables de le faire, malheureusement pas assez. Regardez la défense de Terry Tarpey, là, cette interception après un pressing haut. Derrière, on a une transition rapide avec Mike James qui vient trouver un relais vers Mathieu Strazel et puis même JT qui vient mettre les points derrière. Voilà, ils sont capables, quand ils mettent justement les bons ingrédients, on l'a vu avec Terry Tarpey, très très haut sur le terrain. Ça, c'est l'attitude qu'on aurait aimé voir tout au long de la rencontre et que l'on a malheureusement pas assez vu. Alors vous allez voir à travers deux autres actions, malheureusement toutes les difficultés dans la suite de la rencontre, justement sur cet aspect défensif des Roca Boys. Nous sommes à la fin de la première mi-temps. Mike James prend un tir dans le coin. Le rebond offensif un petit peu compliqué pour les Roca Boys. Il y a une grosse bataille là pour récupérer la balle et les Barcelonais mettent peut-être un petit peu plus d'intensité, ce petit supplément d'âme. On va marquer une pause juste ici. Allez, un tout petit peu avant pour voir un petit peu mieux lire le mouvement des Barcelonais avec Kevin Punter qui menait justement la possession. Voilà, on peut marquer, laisser l'action se dérouler un petit peu. Allez, on va laisser l'action se dérouler tranquillement. Puis on va marquer une pause ici pour comprendre. Vous allez voir que les Monégasques, ils sont 3 face à 4 Barcelonais. Le repli défensif de Mike James, celui de Mathieu Strazel est bien trop timide pour venir apporter leur défense dans une zone. Et puis là, on voit surtout Jaron Blossom Game. Ici, Jaron Blossom Game, il met tout à protéger. Et puis, il y a l'appel de balle d'Anderson ici, dans cette zone-là, qui permet aussi à Punter, avec une passe un petit peu lobée, de venir trouver une solution derrière. Anderson, il vient attaquer le cercle avec toute sa qualité, résister à Papagiannis pour aller marquer des points. Voilà. Malheureusement, quand on est dépassé dans l'intensité, quand on est dépassé dans l'envie de combattre, derrière, ça va trop vite avec de l'infériorité numérique et donc ça laisse des espaces aux Barcelonais qui n'en demandaient pas tant. Johan, le rebond, ça a été la clé de cette rencontre. Alors là, on a vu un rebond offensif, mais il y a eu aussi des manques dans les rebonds défensifs. Absolument. Au total des rebonds, il y en a eu 37 du côté des Barcelonais, 30 du côté de Monaco. Regardons déjà une dernière action, d'abord à vitesse réelle, et puis on la décortique ensemble. Et là, vous allez voir avec un bon relais entre Abrines et Brizuela, un nouveau rebond défensif qui est perdu. Derrière, ça laisse une seconde chance à Abrines qui n'en demandait pas tant. Ça aurait pu être Brizuela qui aurait pu marquer. Ça a été Abrines, mais surtout une seconde chance avec ces fameux rebonds défensifs trop souvent perdus. On décortique l'action au ralenti pour mieux la comprendre.
Avec Kevin Punter qui va trouver un relais. On va marquer une petite pause ici, si vous le voulez bien. Regardez, concentrons-nous en haut de votre écran avec Mathieu Strazel qui donne peut-être un petit peu trop d'espace à son vis-à-vis Dario Brizuela qui va pouvoir aller proposer une solution ici au porteur de balle Alex Abrines. On refait une petite pause ici avec Dario Brizuela qui prend son shoot, ça tape sur l'arc. Alors là, vous allez voir, on va faire un petit peu de mathématiques, on va compter le nombre de Barcelonais, le nombre de Monégasques. Si je veux bien se retirer tout ça, regardez, ils sont 4 au rebond, 2 du côté des Barcelonais. A priori, on se dit normalement avec les bons ingrédients, 4 contre 2, on doit pouvoir aller le chercher ce rebond défensif. Et non, ils vont être pris dans le duel aussi parce que Mike James manque un petit peu de volonté dans son combat avec Parra qui ressort derrière avec Abrines, avec toute sa qualité de shoot, lui il n'en demandait pas tant. Une seconde chance, ça aussi, il y en a eu trop du côté des Barcelonais. Et c'est comme ça aussi qu'on encaisse 98 points à domicile. Merci Yoann pour cette palette, je te laisse nous rejoindre. On va tout de suite se lancer un petit magnéto. On vous a compilé le top 5 des meilleures actions de la semaine en Euroleague avec pas mal de dunks. Magnifique dunk signé Yorios Papagiannis contre le Barça, servi par Mike James. On va faire un petit point sur le classement de l'Euroleague pour constater que, eh bien non, Monaco n'est plus leader de cette Euroleague. C'est l'Olympiakos après son carton contre le Bayern qui prend les rênes. Désormais, Monaco est à égalité avec le Panathinaikos à la deuxième place. Les Grecs très en forme cette première partie de saison, début de deuxième partie de saison. Fenerbahçe 4e, suivent l'étoile rouge de Belgrade, Paris. Le Real et le Barça aussi qui vont mieux, qui remontent devant Milan. Et dans la deuxième partie du tableau, on va constater une chose, c'est que le Bayern est en chute libre ces derniers temps. On en parlera tout à l'heure. À la 10e place, le Bayern. 14e place, on retrouve l'Asvel. Et puis toujours bon dernier, l'Alba Berlin. On va passer maintenant à la Rocajauge. Yoann, Sylvie, vous allez me donner vos MVP de la semaine, les joueurs qui vous ont marqué cette semaine. Je commence avec toi, Sylvie. Alors moi je pense que c'est une surprise pour personne, mais j'ai choisi Mathieu Strazel. C'est mon MVP de la semaine tout simplement, 3 matchs. Cette semaine il a répondu présent lors des 3 matchs. C'est d'ailleurs grâce à lui que Monaco prend l'avantage face à Barcelone. Il enchaîne 2 tirs à 3 points. Bon, même si c'est un avantage de courte durée, que 40 secondes, il était malgré tout en forme face à Barcelone. Un peu comme un lion en cage. Et même face à Nanterre, il termine, comme je l'ai dit tout à l'heure, hyper bien dans le money time. C'est grâce à lui notamment et Jordan Lloyd que les Monégasques l'emportent. Face à Barcelone, il marque 15 points, 4 sur 5 à 3 points. Donc ouais, c'est un joueur fougueux qui a cette hargne qui est assez fédérateur. J'ai l'impression qu'il aime bien... il a cette capacité à rassembler et un peu à réveiller tous les joueurs. Je pense notamment au match face à l'Asvel. Après le départ de Sacha Obradovic, il avait pareil inscrit un 3 points et il était allé haranguer la foule.
Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça me paraît logique. Justement, il est en plus depuis l'année 2025, il a très bien commencé, quoi. Il fait oui, très bon depuis plusieurs semaines. Matthew Strazel, le jeune Français de 22 ans, hein, on le répète, hein, c'est très jeune. Il sort les muscles de plus en plus. Et qui sort les muscles de plus en plus et qui est de plus en plus bon sur le parquet. Johan, toi, tu as voulu récompenser la régularité cette semaine. La régularité, c'est plutôt un clin d'œil plus que vraiment le côté MVP. Jaron Blossom Game, lui aussi 3 compétitions différentes cette semaine et il triche pas, il choisit pas ses matchs, il met toujours les mêmes ingrédients, la même volonté, la même intensité et ses performances sont intéressantes, je trouve, match après match. Il y a eu ce double-double contre Blois avec 19 points, 17 rebonds pour commencer la semaine. 9 points et de l'activité, on le voit face à Barcelone, même si c'était pas facile face à Jabari Parker et Metu, il y avait quand même 2 gros clients devant lui, 2 gros clients en plus qui ont réalisé un match XXL, Metu et Jabari Parker, match plus discret en championnat, mais voilà, je voulais symboliser vraiment sa régularité, un peu à l'image d'un Alpha Diallo, un joueur qui répond souvent aux attentes, qui n'est pas forcément la superstar de cette équipe, mais un joueur précieux pour le collectif. Voilà, clin d'œil à la régularité de Jaron Blossom Game. Matthew Strazel face à Jaron Blossom Game, il ne peut y avoir qu'un seul MVP. On va donc vous départager, Johan, Sylvie, autour d'un quiz de rapidité. C'est Sylvie qui va d'abord se lancer dans cette épreuve. 10 questions, Sylvie, en 24 secondes, le temps d'une possession au basket. Tu as le droit de passer si tu n'as pas la réponse. Il faut trouver un maximum de réponses pendant ces 24 secondes. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Allez, on démarre dans 3, 2, 1. Top chrono. Qui est tenant du titre de l'Euroleague ? Alors attends, je l'ai vu tout à l'heure. Oh putain, l'Olympiakos ? C'est une mauvaise réponse. Attends, putain, j'ai une connerie. C'est l'autre. Tu peux passer. Le Pana. Le Pana, bonne réponse. Quel coach est le plus titré en Euroleague de l'histoire de l'Euroleague ? Le coach Obradovic. Obradovic. Joueur à la meilleure moyenne de points cette saison. C'est pas Mike James. Oh putain, c'est déjà passé. Ça va très vite, Sylvie. Deux bonnes réponses. 2 bonnes réponses pour toi. J'ai dit que ça allait vite. Johan, ça va être. Attends, j'ai que de bonnes réponses là. 2 bonnes réponses pour Sylvie, c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà 2 réponses sur 3. C'est une bonne moyenne. Ça met une petite pression. Ça met une petite pression pour Johan. Pas envie de se ridiculiser cette semaine, Johan. Pas envie de me ridiculiser tout court. Pourquoi vous précisez cette semaine ? Allez, on part dans 3, 2, 1. Top chrono. Qui a été élu MVP du Final Four la saison passée ? MVP du Final Four la saison, Mathias Le Sort ? Non. Autre proposition ou passe ? Non, je passe. Quel est le seul club français titré en Euroleague ? Je l'ai. Je passe. Joueur à la meilleure moyenne de passes cette saison. Meilleure moyenne de passes cette saison. Je vais en avoir un ou pas quand même ? 0. Et c'est un 0 pointé pour Johan, cher ami, cette semaine. Voilà, l'humiliation, on l'attendait. Elle est arrivée. C'est qui le meilleur passeur ? Le meilleur passeur, c'est Miller McIntyre. Ah ouais, Après tout, le club français titré de l'histoire en Euroleague, c'est Limoges, Johan. Et c'était Kostas Loukas du Panathinaikos. C'est encore un beau quiz, hein, encore un quiz. Parfait, c'est magnifique, je ne sais pas quoi dire. C'est bien, je suis régulier dans la médiocrité. C'est vrai. C'est quand même pas mal. C'est vrai. C'est ça qu'on reconnaît les grands champions, Johan, vous savez, c'est la régularité. Allez, on passe à la suite du programme. Johan, Sylvie, cette semaine, Rocasfer avait envie de vous raconter une bromance, celle de Jaron Blossom Game et Alpha Diallo. Les 2 joueurs monégasques se vouent une amitié très forte depuis des années. Ils ont accepté d'en parler au micro de Sylvie Ferreira, ici présente. Entretien exclusif pour TV Monaco. You can't take him serious, okay? I'm trying to do a serious interview. All right. What is wrong with you, bro? Next question, please. Bonjour, je m'appelle Alpha Diallo. And I'm Jaron Blossom Game. That's all he knows in French. I think I'm just trying. I'm trying to learn it, and I've been here a little longer, so it's getting there. But this guy, he's not really trying. He knows bonjour, oui, and that's it. Je m'appelle. I think it's He don't easier. even know je m'appelle. So Yeah, that's my name. My name is. It's that point in the season where
You know, we've been here for a few months now, so guys are a little bit fatigued, but overall we're pretty good. I'm actually getting on the way back, so I'm almost back with the team now. I'm excited. You know, these guys, they missed me so much, so I'm happy to be back. He texts me every day. He misses me. Show us. You don't want to. You don't want to. Show us the text. Me and him We're a lot alike in a lot of ways. I would say we're a lot alike in a lot of ways. Got a lot of things in common. You know, he's funny, got a great personality, very well spoken. He's good with people. I think I share a lot of those same qualities. You like me? No. But no, before Ron got here, you know, we got in touch before he came on the team, and we met up and hung out, and it was instant chemistry. So, and it just build over the years, and then it shows on the court and off the court. So, it's my guy, my son. I'm older than you. Yeah, he's older. Yeah, that's my kid, my firstborn. The quality that he has that I would like to have. That's a tough one. I feel like we're really similar, to be honest. Let me think. You know, Ron has a lot of charm and charisma. He knows how to talk to people, and people gravitate towards him. I think that's a big quality, and that's a good one to have. And you know, I try to pick some of the things that he do and put that, you know, for myself also. We actually met for the first time in person in Miami. We did a little boat day down there. So it was like maybe the week before we had to return back my first year here. So he was actually the first teammate I met on the team, face to face. You know, after spending so much time with the team, you know, you just kind of figure out what kind of group you want to be in. And like I said, we share a lot of those same interests. So just being close to this guy kind of helped me, you know, navigate through Monaco, because, you know, he obviously knows a lot of people here as well, and introduced me to a lot of his friends. So, you know, I'm very grateful, you know, for a son like this. You know, he's making me proud every day. Did you feel a connection directly after the first training sessions, or? I think it was the opposite. I think I wanted to fight him. He just kept fouling me. But we were matched up in Bormio my first year, we were matched up together, like guarding each other in the scrimmages, so it was pretty competitive. But, you know, the stuff on the court, the battling, the trash talk and all that stuff, it doesn't really affect our friendship at all. There are some days I wanted to beat him up, though, but it's normal. We're both really tough players, and it shows on the court. How we play, we're very physical and stuff like that. I think, you know, we have a physical game, and it helps us, so, you know, we continue to do it. We've had a lot of great experiences together. Like I said, we hung out in Miami before. We went to London together, went to Greece together, and Mykonos for the summer. So a lot of good things that we've done together, hanging out outside of basketball. He tried to get me into going to a Pilates class with him, but he's afraid. He's afraid. I kind of realized it was for the wrong reasons, so I didn't go. It's a private class, just me and him and the instructor. So, yeah, so we never went to Pilates. Et c'est repris. Ils se sont bien passés les joueurs. Et deux points de Jerome Blossom Game avec la faute. Well, I think the more you get to know someone, you begin to, once you play with them, you're playing for them as well, you know. I don't want to let him down. He doesn't want to let me down, and that goes for a lot of our other players as well. Just having that friendship, it's just another level, you know. I think, well, in my past experiences, a lot of teams, you know, we're not really friends off the court, but we can make it work on the court, and you don't really reach that full potential of your team when it's that way. So I think what we have here, once again, is something really special for us to genuinely like each other, and when you actually like playing with each other, you sacrifice more for each other. For sure. You know, everyone has their individual goals, but, you know, when you're, you know, really close with someone and you're friends with them, you want that person to also reach their goals and win as well. So, you know, you come out the game, but, you know, you're still attentive and you care about the next man and you want them to succeed also. So I think that's big, and that's really helped us win some games. What is your best memory together in basketball? For me, it would be when we won Game 5 here. I think it was a very special moment for not only us, but the club, and to be able to celebrate that with, you know, someone who I consider as a brother is, you know, a core memory I'll keep forever. For
for sure. I think that was a huge one. And then I'll say our first championship together also. That was my first championship in Europe. So I think it was special. And then, just having guys around like Ron that, you went to war with the whole year, and now at the end of the year, you get to celebrate it with a trophy. So I think, just winning that first championship, as a club and as, myself as a professional, I think it was special. I think these are some of my favorite years I've had playing basketball, and very grateful to be here and build a relationship with the players that I have, and I'll for sure remember this forever. I think, we're on the right path, the right trajectory of winning. I think now, we have to complement that with trophies. All, 3 trophies in French League, and then the Euro League as well is really our big goal for this year. So just trying to capitalize on that. We've never been shy about stating what we want to do this season. We want to win French Cup, Leaders Cup, French League, and go to the Final Four and have a chance to win the EuroLeague championship. So all that is thankfully in front of us still, but we're just trying to get better every day and work toward those. If you ever leave Monaco, will you still keep in touch? Yeah, for sure. For sure. Yeah, for sure. He's a liar. Throughout my career, I think some of the best friendships I've had have been in this club. So I'll say the same. Like I said, when you're around guys every day for 10 months, you kind of, become more than friends. You become like family. So last message to Gerard. I'm gonna keep it serious because this guy can never say something serious. I actually think it's something serious, bro. So it would be appreciative if you could do the same. Anyways, I want to tell you I'm proud of you. Mm-hmm. You've come a long way. You've made your name for yourself in the European basketball, and I think you've really grown as a player and as a human. And I think the sky's the limit for you. You still got a lot of years to make your mark and continue to be the best person on and off the court, and everything else would just fall in place for you. I appreciate it, bro. And you have a last message. I do. A lot similar to what he said. I'm obviously very proud of you as well. Be serious. I'm being serious. Okay. I think you've changed a lot since we first met, and to be someone I consider a brother, to be able to see that personal growth on and off the court has been, very special for me. And I am older than you, but you're someone I've always looked up to on the team because of your habits, your work ethic, and you're a family man. You hold your family very close. This is something I also do in my life. And like I said, I'm proud of you. Like you said, for me, the sky's the limit. I believe the same for you. And hopefully we can get something done here soon and get this guy extended a couple more years here. Hopefully, because I don't know what I would do without him. But I'm proud of you, bro. Sylvie, c'est toi qui as mené cette interview. On les sent très complices, Jeron et Alpha. Ouais, pour tout vous dire, l'interview n'avait pas encore commencé. Ils se titillaient, ils se cherchaient déjà. Mais très complices. Ils se sont dit de belles choses quand même à la fin, je trouve. Donc ils ont su rester sérieux malgré tout. Et c'est beau, c'est une belle relation. C'est une force, forcément, sur les parquets. Et forcément, quand ils font référence à leurs meilleurs souvenirs, on leur souhaite de remporter l'Euroleague aussi ensemble. Allez, on continue le programme de Rocasfer. On passe tout de suite au dernier carton. 2 déplacements à venir donc pour la Rocket Team cette semaine en Euroleague. Le premier à Munich pour affronter le Bayern, le deuxième à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge. On va faire un focus sur le premier adversaire, le Bayern Munich, qui ne va pas très bien depuis sa défaite contre Monaco, justement à la salle Gaston Médecin. Vous voyez le bilan. Avant d'affronter Monaco, c'était 10 victoires et 5 défaites. Après Monaco, c'est une seule victoire, une courte victoire contre le Milan, puis 3 défaites contre le Panathinaikos, le Real Madrid et l'Olympiakos. Sylvie, Johan, le Bayern est en chute libre, on l'a vu au classement également. Petit coup d'arrêt, aussi symbolisé par la gifle là contre l'Olympiakos. C'est un petit coup d'arrêt.
Je ne sais pas si tu avais quelque chose en particulier, toi. Alors effectivement, et parmi les 3 défaites, en fait, après ce match face à Monaco, il y a une défaite à domicile face au Pana, il me semble. Donc effectivement, le Bayern, qui était malgré tout en réussite, c'est leur seule défaite à domicile de la saison. Donc effectivement, ça montre quand même la dynamique actuelle. Après, Monaco va se rendre du coup dans la SAP Garden qui a été inaugurée fin septembre. C'est une salle qui leur réussit, comme je dis, parce qu'ils sont quand même, je crois que c'est l'une des meilleures équipes, qui a le meilleur bilan à domicile. Donc faudra malgré tout se méfier de cette équipe allemande. Il va falloir qu'il y ait quelques leaders qui se relancent. Je pense à Carson Edwards, 0 points contre l'Olympiakos. C'est rare. Quand on est la principale menace offensive de son équipe, c'est quand même assez difficile de terminer un match avec un 0 pointé. Il y a Devin Booker qui prouve qu'il est encore l'un des meilleurs pivots de l'Euroleague. Il est quand même, lui, à son niveau. Il est quand même un niveau au-dessus de la moyenne. Après, Voigtman, j'en attends un peu plus. Voilà, je trouve qu'il y a quelques joueurs quand même qui tirent un petit peu la langue dans cet effectif. À Gordy et Herbert de trouver les solutions pour permettre de relancer le Bayern Munich. Mais c'est des matchs, je me méfie beaucoup parce que c'est des équipes revanchardes qui ont quand même bien joué, proposé du bon basket en début de saison. Donc il sera intéressant de voir quel visage ils vont vouloir montrer, comment ils vont vouloir rebondir après une mauvaise série de matchs. Oui, mais après, on le précise, c'est vrai qu'il y a cette série de 3 défaites consécutives, mais c'est pas contre n'importe qui. Il y a quand même les deux premiers du classement de l'Euroleague actuellement, et le Real qui revient très 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 bien ces dernières semaines. Oui, effectivement. Enfin, je veux dire, après, je sais pas ce qui s'est passé réellement, comment expliquer ce changement de cap, et en plus, du coup, il dégringole un peu dans le classement, mais effectivement, à voir si les dangers offensifs répondent un peu plus présents mercredi, j'allais dire mardi. Une mauvaise dynamique pour le Bayern en ce moment, mais le Bayern réalise tout de même un très très bon début de saison. Et ce grâce à un homme, Gordy Herbert, l'entraîneur canadien, champion du monde avec la sélection allemande. On vous propose de découvrir cet entretien réalisé par l'Euroleague. It's an honor to coach this team. The brand Bayern Munich is one of the biggest brands in the world. I've never been involved in a group like this before. Coaching Germany to an historic first World Cup crown in 2023, Gordon Herbert made his return to club basketball this summer with Bavarian side Bayern Munich. My first objective was to always stay in Germany if I could, and so when this opportunity came up, it was a no-brainer. We have 5 players from the German national team playing for Munich, so obviously I think it's a big advantage. I missed the day-to-day rigor, so to speak, so it's great to be back. Hopefully I can say that in 3-4 months too. Gordy has past experience of the EuroLeague, but much has changed for both him and the competition in his time away. I was with Frankfurt in 2001. I think it was the second year of ever the EuroLeague. 2008, 2007, I was Boartez, Eris. Both times we reached the final 16. The EuroLeague was much different. EuroLeague's growing year after year after year. Right now, it's an unbelievable competition with so many great teams. Listen, right now we're back on our heels. I've got to go. I've got to be aggressive. As a young coach, I always believed in strategy and X and O's. As I got older, I began to understand how important it is to build a championship culture, so to speak. I believe a lot in having a vision. The vision is, German championship, reach the Final Four of EuroLeague. It's not where we are or where we were, but where we want to go. Le Bayern qui va donc devoir se remettre de sa dernière lourde défaite contre l'Olympiakos, Johan Sylvie. Il y a eu plus de 40 points d'écart, il me semble, sur cette rencontre, avec un joueur qui a absolument brillé, qui a été en feu complètement, c'est Sacha Vezenkov. 45 points sur la rencontre et quelque chose de très rare, seulement 3 dribbles. Le ballon n'a rebondi que 3 fois dans ses mains et il a marqué 45 points. C'est assez fou.
quand même MVP de l'Euroleague 2023, 2 fois dans l'équipe type de l'Euroleague, donc c'est un joueur qu'on ne découvre pas. Il avait tenté de partir en NBA du côté des Kings de Sacramento. Bien content de le revoir dans l'Euroleague, et surtout quand on voit les performances qu'il est capable d'aligner cette saison. Pour moi, ce sera lui le MVP de la saison régulière. Il a été, mais j'ai même plus de superlatifs pour décrire sa performance, tant elle est historique. C'est d'ailleurs la meilleure performance où il dépasse Shane Larkin, il dépasse Nigel Hayes-Davis, qui en avait marqué 50 et 49. Ah bah non, justement, il est juste derrière Hayes Davis. Il est juste derrière, et c'est ça. J'ai jamais été bon en maths. Mais non, une performance incroyable où il a été vraiment 52 d'évaluation aussi. C'est la sixième meilleure évaluation de l'histoire. 52 d'évaluation, et je crois que c'est la meilleure performance jamais réalisée par un joueur de l'Olympiakos. Mais figurez-vous que, bon, pas qu'il est habitué à cela, mais en 2022, face à l'Alba Berlin, il avait inscrit 24 points, dont 6 lancers francs, 18 points en jeu, sans aucun dribble, tout simplement. Donc, mais bon, là, face au Bayern, il était quand même sur une autre planète. C'est lui qui avait mis avec un shoot à 3 points, notamment lors du choc contre Monaco, qui avait permis aussi à l'Olympiakos de prendre ses distances avec plus 10 à ce moment-là. C'est une gâchette, c'est un sniper, c'est un joueur capable de mettre des flèches. Un joueur parti en NBA qui a eu quand même aussi la présence d'esprit de se dire bon, ça marche pas la NBA, je reste pas, je vais pas persister, je reviens en Europe et voilà ce qu'on a, quoi. C'est magnifique. Ouais, il est passé par le Barça, il est l'Olympiakos, deux des plus grands clubs d'Euroleague. On est encore une fois content de le récupérer parce qu'on connaît toute sa qualité en Euroleague, et c'est vrai que de le voir avoir quelques minutes, en tout cas pas vraiment avoir de temps de jeu en NBA, on se dit que c'est dommage quand on connaît sa qualité. Bien content de l'avoir récupéré cette année. Je ne sais pas s'il sera MVP, mais il y a de fortes chances. On va resituer un petit peu sa performance contre le Bayern. C'est 45 points. On va vous montrer les records de points en un match. Avec devant Nigel Hayes-Davis la saison dernière, avec Fenerbahçe, Shane Larkin encore devant lui avec 49 points. Mais il a dépassé Tyrese Rice et Kaspar Kambala. Il est en 3e position, c'est 45 points. Johan, Sylvie, c'est presque du niveau NBA, là, on peut se le dire. C'est surtout que 45 points avec seulement 3 dribbles, quoi. J'ai envie de te dire. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, puis je sais qu'après cette performance-là, il y en a beaucoup qui ont voulu comparer notamment ce qui se passe en NBA avec le basket européen, parce que c'est des 45 points, j'ai envie de dire, on regarde en NBA, Antetokounmpo, c'est ce qu'il fait à peu près à tous les matchs. J'exagère un peu, je grossis les traits, mais c'est grosso modo un peu le type de chiffre qu'on voit souvent en NBA. Moi en Euroleague, mais c'est 2 baskets totalement différents, axés sur d'autres choses. Donc c'est assez étonnant de voir 45 points. Sacrée performance, ouais. Plusieurs joueurs étaient absents, malades, dont Evan Fournier, justement. Dont Evan Fournier, c'est cette grosse victoire de l'Olympiakos sans Evan Fournier. Johan, Sylvie, on termine avec un petit mot sur le centre de formation de la Roca Team. Les espoirs U21 se déplaçaient à Nanterre le week-end dernier. Large victoire 89-70 des jeunes monégasques coachés par Michael Pivot. Le jeune surclassé Malone Gros, 17 ans, s'est illustré avec 17 points, 4 passes et 3 rebonds. À noter aussi les 16 points d'Auguste Cagné et les 8 passes de Taiga Okada. Monaco, finaliste la saison dernière et 8e de Betclic Elite Espoir. Prochain match, mercredi, à domicile, contre Gravelines. Cette saison des espoirs qui fait l'objet d'une série documentaire produite par TV Monaco, Les Pépites du Rocher. Les 2 premiers épisodes sont disponibles sur notre plateforme tvmonaco.com. Prochain rendez-vous basket, c'est donc mercredi, le déplacement de la Roca Team à Munich pour affronter le Bayern. Prise d'antenne à partir de 20h15 en compagnie de votre duo habituel, Colin Bourgeat et Laurent Ciara. Il est temps pour nous de se dire au revoir. Sylvie, on va te souhaiter un bon voyage d'abord, puisque tu pars avec la Roca Team, tu vas les suivre et à Munich et à Belgrade. Johan, on se retrouve lundi en compagnie de Benjamin Monclar dans Rocasphère à 19h50. On se quitte avec ce banger qu'on a vu tout à l'heure, signé Yorios Papagiannis contre le Barça. Bonne semaine à tous sur TV Monaco et surtout à lundi pour Rocasphère.